Moi, c'est Marion des Sourciers et aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à la conception d'un séchoir solaire. Je suis accompagnée dans cette aventure par Vincent, qui est ingénieur et menuisier. L'idée est de fabriquer cet appareil avec des matériaux et outils très simples et en vous partageant les plans pour que vous puissiez vous en inspirer chez vous. Tu vois comment c'est bleu, blanc, violet. Dans cette vidéo, on va réfléchir à nos besoins, explorer plein d'options techniques et dessiner un modèle qu'on fabriquera ensemble dans la prochaine vidéo. Pour ceux qui me découvrent ici sur cette vidéo, moi c'est Marion, je suis maraîchère depuis 8 ans, je produis principalement des herbes aromatiques, des fleurs et aussi quelques petits légumes et quelques petits fruits. Je sèche depuis toujours ma production, je le fais juste pour moi, pour une conso perso, et je sais que je fais pas du tout attention au soleil, à la température ni rien, je fais ça un petit peu à l'arrache. Donc mes besoins aujourd'hui, c'est un outil qui me permette de sécher à la fois des herbes mais aussi des fruits, quelque chose de petit, hein. Moi je suis sur une micro-ferme, c'est pas industriel, en plus c'est pour un usage propre, pour pouvoir faire des petites préparations médicinales, mes petites tisanes, mes petites herbes de Provence, mes tomates séchées, etc. Rien de gros volume. J'ai besoin de quelque chose de compact, parce que notre serre elle est petite, j'ai pas beaucoup d'espace de stockage, et quelque chose de mobile. Bref, la grosse relou quoi. Et puis je voudrais aussi pouvoir utiliser des matériaux de récup, quand c'est possible, hein. Tant qu'à faire, on essaie de s'aligner avec nos valeurs. Voilà! Allez, c'est parti, on va à l'atelier. Ouh, belle bête. T'y crois ou t'y crois pas? Wow. Regarde derrière. Oh. 10 secondes pour la démarrer. Eh, cette fois-ci, on est vraiment parti. Oui. Moi, d'après ce que j'ai compris, ma méthode de séchage, c'est de la merde. Direct. Parce que jusqu'alors, je les suspendais dans des paniers dans la serre. Et du coup, j'avais aucun contrôle sur la température. Dans la serre, il fait pas non plus 70 degrés, tu vois, mais il fait voilà, entre 20, surtout l'été, entre 20 et 50 degrés sous la serre. Et puis surtout, elles sont en pleine lumière. Donc ça, je sais que c'est pas idéal. Moi, je pensais, comme une grosse débilos, que c'était vraiment la lumière qui séchait, tu vois, comme quand tu mets tes serviettes dehors et tu les mets bien en pleine lumière. Et après, ce que j'ai cru comprendre, c'est pas du tout la lumière qui sèche. Alors même les UV du soleil sont un peu assez néfastes aux protéines des aliments. Et donc il vaut mieux sécher dans le noir des aliments. Et en fait, c'est plutôt l'air chaud qui assèche les aliments. Et même c'est la ventilation chaude qui permet de retirer, on dit l'extraction hydrothermomécanique. Donc c'est l'air chaud qui retire l'eau des aliments et permet de les sécher. Donc il ne faut pas seulement de la chaleur, il faut aussi de la ventilation. Ok, donc en fait dans l'idéal, il faut un couloir sombre d'air chaud. Voilà, c'est ça. Mais c'est complètement contre-intuitif, hein. Moi, pour moi, tu me mets en plein soleil, et c'est bon, ça sèche, c'est de la bombe. Ouais. Puis en plus, il ne faut pas que ça soit trop chaud. Ouais. Parce que si c'est trop chaud, là en fait il cuit un peu ton aliment. Et la cuisson en fait elle transforme les protéines. Donc si on veut garder l'essentiel du fruit ou du légume ou de l'arôme, il vaut mieux rester en dessous de 42-45 degrés. Donc si on est autour de 40 degrés, c'est très bien. Ok. Voilà. Autour de 40 degrés, ouais d'accord. Si on monte au-dessus, on risque de perdre un peu. Ah ouais, moi je vais garder toutes mes vitamines. Bah ouais, en plus c'est bon. Ok. Donc pas trop chaud, autour de 40 degrés, et un flux maximal Voilà. d'air. Ouais, en fait, on essaye souvent, quand on fait un séchoir solaire, de monter trop en température. Il vaut mieux faire plus de la ventilation et rester à 32-35 degrés, plutôt que de monter à 50 et pas avoir de ventilation. Voilà, énorme kiff. Comme dans le discours de bonne année de la femme de Valéry Giscard d'Estaing, où elle fait un discours de bonne année avec un bruit de feu derrière et qui crépite. Je trouve ça magnifique. Donc le départ de notre réflexion, c'était sur le site du Low-Tech Lab qu'on connaissait tous les deux, parce que c'est de la bombe. Et donc, bah, ouais, ces gars-là, ils font beaucoup pour l'autonomie, et donc on va utiliser leurs ressources
que je ne trouve plus d'ailleurs. Voilà. On va utiliser leurs ressources pour faire un début de réflexion sur ce séchoir solaire. Qu'est-ce que nous propose la science et les inventeurs d'avant pour un séchoir solaire? Donc on va taper séchoir, hop, sur le truc du Low-Tech Lab et on va tomber sur des tutos. Alors je sais que celui-ci est pas mal. Voilà. Donc tout de suite on nous dit qu'on peut faire un séchoir avec ce mode d'emploi. Donc voilà, ça c'est vraiment un mode d'emploi de base. On voit qu'il propose d'avoir un capteur solaire, d'avoir des clayettes et un air chaud qui remonte le long des clayettes pour s'en aller par au-dessus. Donc là, les petites plantes, elles sont sur les clayettes. Les clayettes, c'est un espèce de support pour les petites plantes, j'imagine, où l'air passe dans les clayettes. Ouais, c'est un support ajouré pour faire passer l'air chaud à travers du bas vers le haut. Ajouré, c'est-à-dire qu'il y a des petits trous. Oui, tout à fait. Non mais moi, faut tout m'expliquer. Hein. Voilà, et là, alors là, il faut une vitre, il faut un capteur solaire qui est généralement noir pour capter la chaleur, les infrarouges, et bien chauffer cette partie-là pour que l'air thermodynamiquement remonte, fasse une circulation d'air chaud à travers les clayettes, et puisse s'échapper par le haut. Donc là, on a bien notre fameux flux d'air chaud. Ouais, tout à fait. Et donc j'imagine que les bords, ici, c'est opaque pour pas que ce soit à la lumière. Alors bien, ouais, comme on l'a dit juste avant, il faut que tout ça soit caché de la lumière, donc ouais, tout ça est bien fermé et aussi hermétiquement fermé pour pas que l'air chaud s'en aille réchauffer le voisin, quoi. Ah ouais. Nous, on veut réchauffer surtout l'air et les aliments. Parfait. Donc là, on... Ah bah tiens, un exemple de clayette. Ah d'accord, une clayette, ça peut être comme une grille de four, par exemple. Ouais, une grille de four, on peut récupérer des grilles de four pour faire des clayettes. Après, on peut aussi en faire en fil de fer, on peut faire... Il y a plein de manières de faire des clayettes. Et donc là, vu que tu es menuisier, on va plutôt partir sur une structure bois. Oui. Quelle intrigue. Donc oui, on va faire une structure bois parce que comme ça, tout le monde peut aussi le refaire chez soi. On pourrait en faire en acier, etc. Mais c'est un peu plus compliqué de trouver les outils chez soi. Donc autant faire avec ce que tout le monde peut trouver. Ouais, moi mon idée c'est... Enfin sur YouTube on essaie de partager du contenu qui est à la portée de tous. Même des gens qui sont pas très bricoleurs genre comme moi et qui n'ont pas énormément de matériel. Donc tu penses que c'est faisable avec des petits outils légers ou il faut vraiment la grosse artillerie? Bah non, de toute façon tu vas voir, hein, je vais te faire travailler et tu vas prendre des outils, ce qu'on appelle des électroportatifs. C'est des outils que tout le monde peut avoir, c'est pas des gros budgets. Et tout le monde peut l'avoir en bricolage, ou on peut même le faire à la main, mais là on va prendre beaucoup de temps, c'est comme tu veux. Un juste milieu me semble pas mal. Donc, franchement voilà. J'aimerais trop tout faire à la main, ça serait trop beau en vidéo, mais j'ai pas le temps. Ouais, donc on va faire avec les outils d'un bricoleur classique. Parfait, génial. C'est même toi qui vas le faire. Moi je te dirai juste comment il faut faire. C'est excité. Non mais c'est bien, moi tu sais je fais juste une chaîne YouTube pour apprendre à faire des trucs. Hein. Ça m'oblige, ça me force. Et attends, ce site c'est trop bien. Il y a des tutos comme ça sur plein de trucs. Il y a des tutos sur plein d'autres choses. Mais hydroponie pour voir. Hydroponie, qu'est-ce qu'on en a sur... Attends, si on tape hydroponie. Hydroponie. Ouais. Hydroponie. Bah oui, parce que c'est le Low-Tech Lab, c'est ceux qui sont à l'origine du projet Nomades des mers, où en fait l'idée c'était, ils sont sur un bateau et ils essaient d'être autonomes sur leur bateau. C'est trop stylé, ils sont même passés sur Thalassa, tu sais. Trop la classe. Voilà, et ça a l'air pas mal en plus. Un petit tuto vidéo avec Corentin, trop bien. Et bah ouais, il est poussé en plus en hydroponie, le truc. Mais en même temps, ils dépendent de l'hydroponie pour manger un petit peu sur leur bateau, donc ils se sont donné du mal. Yes. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'open source. Ça, c'est open source et généralement, les créations sont protégées par une licence qu'on appelle Creative Commons, que tout le monde peut avoir. En fait, c'est un droit d'auteur sur des créations que chacun peut avoir, c'est gratuit. Vous allez sur Creative Commons et vous créez vos choses et vous les protégez très facilement, gratuitement. On les protège juste pour qu'il n'y ait pas d'autres gens qui fassent la même chose et qu'ensuite ils le brevettent. C'est ça? Bah après, en fait, il y a plusieurs choix. On peut soit dire c'est moi qui l'ai fabriqué et laisser tout le monde en faire ce qu'il veut. Ce qui est très open, et puis ça va jusqu'à on peut empêcher les gens d'avoir une utilisation commerciale de notre création, voire même de la transformer. Voilà. Généralement, moi quand je fais des créations et que je les partage, je laisse les gens pouvoir la modifier, mais qu'ils n'aient pas le droit d'en faire usage commercial.
D'accord. Parce que je considère que je veux que s'il le modifie, ça continue à être open source. Ok. Voilà. Est-ce que du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur notre plan, sur notre séchoir solaire? Ouais, on va le créer, on va le protéger exactement comme ça. Trop bien. Ouais. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste balancer les plans et les images sur un site, ça prend 3 minutes. Et du coup, tout le monde peut y avoir accès gratos et en même temps, personne peut... Ah, c'est trop bien. Et vous aurez les plans sur la description d'ailleurs. Alors, ça c'est un peu le... C'est juste une amélioration du premier qu'on a vu, parce que on voit qu'il y a une plaque en tôle au fond, qui permet d'avoir une ventilation par-dessus et par-dessous, tout en réchauffant bien l'air. Donc c'est un autre choix que de mettre un fond noir. On verra si on prend ce choix ou pas, selon la difficulté de fabrication. Et vous voyez qu'il y a une petite boîte qui a été faite avec de la récup de bois là. Voilà, ça c'est une bonne idée, il faut une boîte un peu verticale comme ça. Dans laquelle on va mettre les clayettes, les unes sur les autres. Dans laquelle, derrière, il y a une ouverture et on met les clignettes. T'as vu, je commence à comprendre. Ouais. Après, vous voyez que là, le toit, il est fermé. Nous, on veut favoriser la ventilation. Donc, on va peut-être utiliser la technique de la tôle, qui est une très bonne idée, avec la plaque de verre par-dessus. Mais peut-être qu'au-dessus, on ne fera pas la même chose. Et voilà, on va voir comment on va faire. Par contre, on peut voir aussi ici qu'il y a un système de verrouillage de l'angle du capteur solaire. Là aussi, on va réfléchir à l'angle qu'on va mettre à notre capteur solaire pour garantir une efficacité continue. Et nous revoici dans l'atelier de Vincent, magnifique. Donc voilà un peu nos premières réflexions, donc c'est un brouillon. Hein. Donc là c'est un brouillon et on n'y comprend rien, donc on va vraiment vous montrer toutes les étapes de notre réflexion en commençant par la base. Et ça va se passer sur l'ordinateur. Ah non, cache ça, on n'y est pas encore arrivé à ça. Oh là là là. Non, comment est-ce qu'on y arrive? Pas WhatsApp, non. Et voilà, sur internet. Ok, maintenant qu'on a les bases techniques, on va pouvoir commencer à dessiner. Attention, disclaimer, on ne prétend pas du tout faire un truc parfait. D'ailleurs, en bricolage, il n'y a jamais vraiment une bonne façon de faire, il y a plein de façons de faire. Donc on va explorer, brainstormer, faire des choix, et nos choix ne seront pas forcément les choix idéaux pour vous. Quoi qu'il arrive, vous aurez certainement plein de nouvelles idées, donc n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires pour enrichir la réflexion, dans la bienveillance et la bonne humeur et la gentillesse. Merci! Et puis ça pourra servir aux autres derrière qui vont chez eux essayer de refaire la même chose. Donc pour attaquer la conception, on a besoin de savoir... on a besoin de se poser plusieurs questions sur ce qu'on a besoin, sur quand est-ce qu'on veut utiliser ce séchoir, comment, pourquoi faire. Donc j'ai compris que tu voulais utiliser ce séchoir en gros pas très loin de la serre mais aussi peut-être chez toi. Ouais, je vais pouvoir le transporter. En fait, notre serre elle est pas sur notre terrain et donc si des fois j'en ai besoin à la maison, bah, j'aimerais bien pouvoir me dire qu'il rentre dans ma voiture. Okay. Je commence déjà par une contrainte bien relou et que je puisse le porter toute seule. Donc, pour le mettre dans le coffre. On a une contrainte importante sur la mobilité. Ouais. Il faut que ça rentre dans une voiture. J'ai pas une camionnette. Hein. D'accord. Pas un utilitaire. Ok. Est-ce que... donc ça, il faudrait qu'il soit démontable en fait. Est-ce que dans la serre, tu auras besoin de le déplacer ou il sera à un endroit fixe? Non, elle est toute petite, donc c'est sûr que je le sortirai que quand j'en aurai besoin. Donc si elle pouvait avoir... je sais pas si c'est possible, hein, mais des roulettes, ce serait trop bien. D'accord. On va lui mettre des roulettes. Et... Ok. Tu veux l'utiliser en quelle saison? Tu veux que ça sèche quand? Alors moi... Donc on a une petite production, donc c'est pas besoin que ce soit très gros. Par contre, en fait, on est tout le temps en surproduction juste avant l'été et juste après. Parce qu'on est sur... Nous, donc on produit des herbes qu'on vend à des chefs, donc des restaurants. Et eux, pendant les 2 mois d'été, juillet, août... ils fonctionnent énormément parce que c'est la saison touristique. Et donc juste avant, au mois de juin, nous, on a beaucoup trop de surplus de plantes et ça m'arrange de pouvoir commencer à les tailler. Donc j'aimerais bien l'utiliser plutôt vers le mois de juin et le mois de septembre, octobre, parce que pareil, après l'été, en été, j'ai aucun rab, mais après l'été, je commence à avoir du rab. Donc c'est plutôt l'entre-saison. Ok. Très bien. Tu sais pas le volume que tu auras besoin, tu verras bien. Non, je verrai, ouais, je sais pas. Okay. Mais j'aimerais bien... faire sécher un peu tout, tu vois. Des herbes, des fruits. Ok, d'accord. Ouais, ça, on va faire un truc qui fonctionne. Donc, il faut aussi... tu sais, on a dit qu'on le faisait en bois. Ouais. Mais tu veux y mettre un budget, il y a une idée derrière Alors moi, dans l'idéal, que ce soit au maximum du matériel de récup. Après, pour le bois...
Je sais que c'est difficile de choisir entre l'esthétique et la solidité. Généralement, c'est soit l'un soit l'autre. Je préfère qu'il soit solide à esthétique, mais je suis pas contre un truc un peu joli, hein, parce que quand les gens vont venir chez nous en formation, je peux du coup leur montrer. Pour moi, c'est important de leur montrer un bel objet. Ok, bon, on va faire ce qu'on peut. Hein. Ok, donc de la récup, roulette, mobilité, très bien. Bon, vu tout ça, on va faire marcher les méninges. Donc vu ce qu'on a vu sur le Logitech Lab, il nous faut un design un peu... donc une boîte de séchage. Comment on va l'appeler, la boîte de séchage? La boîte? La boîte, très bien, ça c'est la boîte. Donc il y aura une boîte avec dedans... Les étages, donc on les a appelés les clayettes? Ouais, les clayettes ou les clés. En fait, une clayette, c'est une petite clé. Ah, c'est vrai? Oui, et une clé, c'est juste un sol très ajouré. C'est une bolinette. Voilà. Donc je vous ai dit aussi dans la vidéo d'avant qu'on voulait un petit roof comme ça, un petit toit, pour faire circuler l'air plus facilement. On va lui faire une base aussi. Et puis bah, forcément, il faut qu'il capte la chaleur du soleil. Parce que là, la chaleur, elle rentre pas par le côté, quoi. Faut la faire entrer par un toboggan montant. Alors c'est une bonne remarque. En fait, si dans ta serre il fait déjà 39 degrés, 40 degrés, ouais. Et bah, tu pourrais très bien juste ventiler. Et l'air de 40 degrés, il rentre et il sèche. Et en fait, ça servirait juste de gros ventilateur à fruits et légumes. Ok, mais comment est-ce qu'il va rentrer tout seul dedans si tout est fermé? Alors, l'air, il va sortir par le haut et rentrer par le bas. Ok. Ouais. Là, il y aura une ouverture. Parce que l'air chaud monte. Parce que l'air chaud monte... Tu vois, j'ai des bases. J'ai fait S, hein, mais c'est... Parce que l'air chaud monte, et puis parce que... oui, parce que... on pourrait le faire descendre. Le problème de faire descendre l'air... Enfin, on pourrait imaginer que l'air rentre par ici. Enfin, en fait, si on a le soleil qui est là, qui darde de ses rayons. On pourrait imaginer que l'air chaud arrive ici. Juste, moi, ça m'embête un peu dans la philosophie, dans le concept, d'avoir de l'air chaud qui descend, parce qu'un air chaud, il a du mal à descendre. On le voit bien dans une cheminée, ça monte tout de suite dans le conduit de cheminée. Le principe, c'est vraiment de faire une cheminée. Ouais. Ok. Et donc, il faut que l'air chaud arrive en bas et remonte le long des clés. Voilà. La stratégie, c'est de savoir comment est-ce qu'on va le diriger, le faire arriver et le faire... Chauffer. Ventiler. Et ventiler. Voilà. Okay. Donc on va imaginer un capteur inspiré par le Logitech Lab. On va se faire un capteur qui a une certaine pente. Donc ce capteur, il va accumuler l'air chaud. En fait, l'air froid va arriver par le bas. Le capteur va accumuler l'air chaud ici. Et l'air chaud va remonter le long des clés. Est-ce que j'ai envie de te proposer, c'est un truc que j'aime bien mettre dans les bateaux, sur les voitures, etc. pour les aérer dès qu'il commence à faire chaud. Ici, dans le Gers, c'est souvent utile. Ce que je te propose, c'est d'ajouter un petit panneau solaire, okay, qui va capter les rayons du soleil, et transformer en électricité, et on va brancher un ou plusieurs petits ventilateurs ici, pour favoriser l'extraction de l'air froid. Bah, l'air, là, il chauffe ici. Ouais. Après, dans le boîtier, forcément, au contact des fruits et légumes, il va un peu se refroidir. Okay. Vu qu'il est dans le noir, il n'a plus de source de chaleur, donc sa chaleur va se diffuser. Et donc ici, ça sera plus froid que là, normalement. Ok. Donc en fait, ça favorise ce qu'on appelle le tirage. D'accord, parce que ça va tirer l'air d'en bas, comme là, ça va faire une dépression, c'est ça? C'est ça. Ah. Et ça va aider à démarrer la pompe à air chaud. Quoi. Mais c'est vraiment une cheminée, en fait. C'est une cheminée améliorée, ouais. C'est trop bien. Ok, donc là, pas besoin de brancher sur l'électricité, le panneau solaire alimente le ventilateur qui balance tout ça. Tout à fait. En plus, Nico a proposé quelque chose d'intéressant, justement pour la maintenance et le travail avec les clés. Au lieu d'aller ouvrir une porte et d'aller chercher la clé, il s'est un peu inspiré, enfin... La réflexion est venue avec les vapeurs, les petits légumes vapeurs. Nos petits cuiseurs vapeur en bambou qu'on a ramené de Chine. Voilà, et en fait, la boîte, on pourrait la segmenter et faire une clé par segment. Et ainsi, en fait, la hauteur de la boîte, elle varie en fonction du nombre de clayettes. De légumes à sécher. Et... Donc genre, si j'ai que des herbes, j'en mets que 2, donc elle est plus petite. Et si j'ai plein de trucs à sécher, j'en mets 5, 6.
Et donc on en a plein. Donc ça nous fera des clés, je vous le dessine rapidement. Hop là. Tu vois quelque chose ou pas? Ouais. Ça nous fera des clés ajourées avec la grille dedans. Et puis après, on pourra les empiler les unes sur les autres. Trop bien. Bon. Trop bien. Et c'est pas trop compliqué ça techniquement pour justement pas perdre en herméticité. Alors on va peut-être perdre un peu en hermétique. Après le bois c'est quand même isolant. On va utiliser une structure, on va faire du bois un peu épais quoi, 2 cm à peu près. Et puis le poids des choses va faire que ici ça va être à peu près hermétique. Après l'hermétisme n'est pas forcément, c'est pas la chaleur le but. Le but c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la ventilation. D'accord. Donc même si on perd des pouillèmes de chaleur sur les côtés, et c'est pas grave, la majorité de l'air il va traverser à travers les clés. Alors j'ai une excellente nouvelle, c'est que du coup ce choix technique de clé, c'est complètement compatible avec le fait que ça puisse être démonté pour être transporté en voiture. Ouais. Yeah, ça c'est cool. Allez, c'est check, mobilité check. Ouais, et il y a un autre truc aussi qui est cool pour ça, c'est la récup. Parce que là on pourrait très bien le faire en planche de palette. Au lieu de mettre tout un panneau, qui est parfois plus dur à trouver un panneau, c'est assez facile de trouver des tasseaux ou des planches qui nous permettent de faire une clé comme ça. Et typiquement le planche de palette, ça pourrait faire la structure. Trop bien. Nous, c'est peut-être pas comme ça qu'on va le faire, okay. Mais on verra, selon ce qu'on va trouver. Ouais, mais en effet, je vois ce que tu veux dire. Plus simple pour le bricolage. Voilà. Par contre, t'as oublié de dessiner les roulettes sur ton dessin. Je dis ça... Ouais, ok. Elle veut vraiment des roulettes. Mais je te propose qu'on passe sur l'ordinateur pour aller un peu plus précisément, parce que là, ça commence à être un peu laid, mon dessin. On se met sur SketchUp? Ouais, on se met sur SketchUp. Allez, c'est parti. Donc là, on va parler un peu plus dimensionnel. On va rester dans le concept parce qu'il y a plein de détails dont on n'a pas les matériaux et donc on ne peut pas déterminer ce qu'on va faire. Mais dans le concept et dans les dimensions, on a quelques trucs. Donc ce qui va dimensionner un séchoir solaire, c'est ce qui est le plus dur à trouver en fait. C'est ça. C'est la vitre. Donc nous, on a trouvé une vitre, qui est une ancienne vitre de table basse qu'on n'utilise plus. Une vitre qui fait à peu près 725 de large, donc 72,5 cm et 1 mètre de haut. On va rester sur un concept parce qu'il y a plein de détails que j'ai pas. On verra en fonction des matériaux qu'on récupère. D'ailleurs, ce qui va dimensionner le matériau, la taille du séchoir, ce sera la taille de la vitre pour le capteur solaire, parce que c'est dur de se fournir dans une vitre. D'ailleurs, on peut en parler, il y a double vitrage, simple vitrage, tout convient. Il faut juste savoir qu'un double vitrage, si vous voulez l'ouvrir, c'est difficile, donc je vous conseille de le laisser en double vitrage. Ça va juste chauffer un peu plus lentement, mais par contre ça va rester aussi un peu plus chaud plus longtemps. Donc c'est juste, en fait c'est une inertie thermique plus lente, plus longue, plus grosse. Ok, donc moi je me disais double vitrage non, surtout pas parce que du coup ça va pas chauffer, mais en fait du coup il y a un autre avantage qui contrebalance. Ouais. Et donc en fait il faut faire avec ce qu'on trouve. Il faut faire avec ce qu'on trouve, tout à fait. Par contre, je vous déconseille... Alors, un plexiglas, ça va marcher, sauf que le plexiglas, avec un peu de temps, il jaunit au soleil. Après, si ça vous dérange pas, voilà. Il peut polymériser aussi, c'est-à-dire qu'il devient cassant. Vaut mieux une vitre ou un plexi fin pour pouvoir le changer facilement. Voilà, c'est à vous de voir. Par contre, pas du polycarbonate alvéolé, là, vous allez perdre beaucoup en efficacité. Les plastiques, quand ils sont chauffés, on ne sait pas trop ce qu'ils émettent. Et donc, vu qu'on ne sait pas, on préfère garder la vitre. La vitre, on sait qu'elle n'émet rien, alors qu'en plastique, ça peut émettre des choses. Donc la vitre, c'est bien ce qui dimensionne tout. On l'a mise. Ça nous fait un capteur comme ça. Alors, cette vitre, elle fait 1 mètre de long. On aurait pu la mettre dans l'autre sens. La longueur de cette vitre va déterminer la hauteur de votre base. Et ça en fonction de l'angle maximum que vous voulez mettre, parce qu'en fait, là... Il y a une histoire d'angle. Moi, j'ai cru comprendre que l'angle, c'était un truc sensible. C'est qu'en fait, vu que tu veux utiliser ton séchoir en juin comme en octobre, en octobre, le soleil est beaucoup plus bas qu'en juin, où il est quasiment à sa meilleure courbe. Donc, on va pas pouvoir avoir la bonne pente et en juin et en octobre. Donc, on se fait un capteur qui a, je vais vous montrer... une possibilité de rotation. Oh, sauf que là, j'ai pris le sol avec. On va pas faire bouger le sol. Hop. Et... tac.
Donc il a une possibilité voilà, de rotation. Donc en été, si on veut capter bien fort, on met bien perpendiculaire aux rayons lumineux. Et puis en hiver, pareil, bien perpendiculaire aux rayons lumineux. D'accord. En fonction de la saison, il va falloir que je le mette plus ou moins haut. Ouais. Trop bien. Et pour ça, il y a un outil dont on va vous parler un peu plus tard qui s'appelle Sun Earth Tools sur internet. On va vous montrer comment l'utiliser. Ah, parce que moi je ne saurais pas du tout comme ça intuitivement comment le positionner et j'ai besoin que ce soit simple. J'ai pas besoin. En fait, ce que je veux pas, c'est avoir à me prendre la tête une demi-heure avant de le positionner mon truc parce que moi je vais être à la serre, je vais être dans mes récoltes. Je veux que ce soit le plus user-friendly possible. Alors tu verras, on va rajouter un petit ustensile qui fait une ombre portée. Okay. Comme sur ta vidéo avant du séchoir solaire. Ah, comme sur le four solaire. Voilà, là. c'est ça. Ouais, j'adore. Et ben on va faire ça, comme ça ce sera très simple de le régler en direct. Mais au moins il a la possibilité d'être réglé. Génial. Alors, Sinon je t'appelle. Ouais. Alors le fait qu'il soit réglable, ça va par contre ajouter une contrainte, parce qu'il va falloir faire une étanchéité au niveau des joints et ici, en dessous et au-dessus de ce capteur solaire. Ouais, tu fais ça bien. Bah ouais, mais après, sinon ça va capter beaucoup d'air froid, quoi. On va avoir du mal à chauffer. Donc on va voir comment on va faire. Je pense qu'on va mettre... on va voir. On va voir en fonction des matériaux qu'on a. Mais il faut bien monter la chose ici pour être assez précis. D'accord. Voilà. Très bien. Au niveau des matériaux, moi je sais pas encore... je pense que je vais utiliser dans la serre ou en dehors de la serre, par là. Du coup, le bois, comment est-ce qu'on le choisit? Waouh. J'étais pas prêt à cette question. Pardon, Alors le bon bois, c'est le bois qu'on a. Okay. Déjà. Ici, dans le Gers, on a les Landes à côté. Et c'est des gros producteurs de pin. D'accord. Donc on va peut-être se fournir en pin d'à côté, en fait. Génial. Local. Ouais, local. Ou alors, vous pouvez aussi transformer ça et arriver à le faire en palette. Bon, il sera pas exactement pareil. Là, ça va être du tasseau en pin, sûrement. Et là, de la planche de pin, on pourrait imaginer que ça soit de la planche de palette et autre chose. D'accord. Et le pain, tu me fais un petit avantage-inconvénient sur cette matière? Alors, le pain, vu que ça va être quelque chose d'assez gros quand même, le pain est assez léger. D'accord. Ah, ça c'est cool. Et en plus, c'est un résineux, donc il résiste assez bien aux intempéries, surtout à l'humidité. Donc je peux le laisser dehors sous la pluie? Tu peux le laisser... ouais, tu pourras le laisser. De toute façon, en fait, si on le traitait, tu aurais pu le laisser tout le temps. Okay. Mais on va pas le traiter vu qu'il chauffe. Oh oui, je veux pas de trucs toxiques. Voilà. Okay. Vu qu'il chauffe, on va pas le traiter, donc il pourra subir quelques petites pluies, il va griser, il va peut-être bouger un peu, mais il fera toujours sa fonction de base. Parfait, donc j'essaie de le laisser au maximum dans la serre, mais si je le laisse dehors, c'est pas la fin du monde, je perds pas mon outil. Exactement. Parfait. Okay. T'as pas besoin de te réveiller de partir à 22h pour aller ranger le séchoir que j'ai oublié dehors. Voilà. Ouais, ça c'est bien mon genre. Vraiment que tu me connais, tu vois. et après ça, je trouve ça trop beau le contreplaqué. Ça aurait été possible? Alors, ouais, le contreplaqué c'est possible, mais il faut vraiment faire gaffe que ce soit un contreplaqué qui émette pas de formaldéhyde. Ah oui, parce que c'est des plaques qui sont collées, donc il va y avoir de la colle. Voilà, et la colle, certaines colles sont à base de formaldéhyde. Il faut faire attention à ce que ça soit pas une colle à base de formaldéhyde. D'accord. Voilà. Super. Et l'OSB, ça aurait été possible aussi? Comme ça, là? Ah, ce qu'on a au mur, là? Alors moi, je le déconseille parce que ça, c'est vraiment plein de colle et on sait pas du tout ce que c'est comme colle. Ok, vas-y, on laisse de côté. Et il y a des chances que ça soit aussi du formaldéhyde là-dedans. Donc, toujours, on sait pas, on comprend pas. D'accord. Voilà. Et il n'y en avait pas un qui aurait beaucoup bougé si on l'avait laissé sous la pluie? Alors, si on avait utilisé un feuillu, par exemple. Si un on avait feuillu? Ouais, un feuillu, un bois de feuillu, un chêne, un hêtre, Ok. Un qui perd ses feuilles en hiver. Ok, alors moi je connais pas. Et qui n'a pas d'épines. D'accord. Et ben là, il y avait des chances qu'avec les changements thermiques et la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur, les planches tuilent, ce qu'on appelle tuiler, donc elles craquaient. Voilà. Ok, et là, c'est un problème. On va commencer à faire du wood porn là. On y viendra sur la vidéo sur la fabrication, on va faire du wood porn, mais là pour l'instant on va rester très sérieux. Donc du résineux. Du résineux, ouais. Très bien. Bon, j'ai bien compris cette histoire de matière. L'autre avantage du résineux, c'est que ça peut nous permettre aussi de faire un capteur noir. Le fait que ça soit en pin, en résineux,
ça nous permet de faire une technique japonaise qui s'appelle le sushugiban, ou alors bois brûlé. Et en fait, ça va nous permettre de faire la surface noire à l'intérieur. Certains utilisent des ardoises, on peut utiliser des ardoises, on peut utiliser plein de choses qui sont noires et à mettre en fond. On essaie que ce ne soit pas des matières plastiques, parce que ça va chauffer. C'est ça, on a eu un énorme débat, on a passé au moins 1 heure à parler de comment le truc du fond pouvait être noir. Donc toi, ce que tu m'as dit avant même de passer à la couleur, c'est que souvent, c'est des trucs ondulés pour que l'air passe au-dessus et en dessous. Alors, on peut, comme on a vu sur celui d'Hylotech Lab, ils ont mis une tôle qui chauffe, qui capte bien la chaleur, et qui chauffe l'air en dessous et au-dessus de la plaque. Et ça, c'est très efficace. On pourra, si on trouve que ça chauffe pas assez avec du pain comme ça, mettre une tôle dedans, une tôle ondulée, ou n'importe quelle plaque. Voilà. Par contre, il faut éviter de mettre une peinture noire, parce que pareil, les peintures à la chaleur, on ne sait pas trop ce qu'elles émettent. Ok, on avait réfléchi même à fabriquer une peinture avec du brou de noix, des trucs comme ça, mais comme on n'a jamais fait... Ouais, ou du charbon. Bah justement, en fait, là, on fait avec du charbon. Enfin, on va brûler nos planches en surface. C'est une technique à aller chercher, c'est hyper intéressant sur ce que ça apporte au bois. Ça apporte de la résistance au feu, étrangement, de la résistance à l'humidité. C'est très intéressant, cette technique. De plus en plus de gens l'utilisent. Et je suis très content de pouvoir la mettre en œuvre sur ce projet. Ouais, trop bien. Alors, vu qu'on va mettre des nourritures bien sucrées et bien appétissantes dans ce séchoir, tous les insectes de la serre ou de l'extérieur vont vouloir s'y introduire. La dalle. Donc, non, mais donc, ça va être assez facile de juste... Il faut toutes les ouvertures, on va les fermer avec une moustiquaire. D'accord, pour que les insectes viennent se servir. On va agrafer de la moustiquaire sur les entrées. Ok. Il n'y a pas des insectes qui peuvent abîmer le bois ? Alors les résineux, ils sont heureusement assez résistants à ça. Okay. Ensuite, c'est le vieillissement normal du bois. Si on ne veut pas le traiter, il va se faire manger un jour ou l'autre. Et puis l'avantage, c'est qu'on va faire un truc qui est en plein de petits morceaux. Donc s'il y a une partie qui est trop mangée, on va pouvoir la réparer. D'ailleurs, là, je vous montre que la base et le capteur. Mais on peut aller sur le reste. Ah, comment tu nous fais les teasing. Et même on met le sol. Hop. Trop beau. Comment est-ce qu'on calcule la taille de l'ouverture ? Parce que moi, en faisant des petites recherches sur Internet, j'avais vu qu'il y avait débat sur la taille de l'ouverture. Mais je sais que tu es beaucoup plus informé que moi, alors t'en penses quoi ? Alors moi, j'ai pas cherché beaucoup plus que ça sur la taille d'ouverture. Juste intuitivement, et je fais souvent confiance à ça, c'est juste mettre une vitre qui réchauffe, une lame d'air assez fine pour pouvoir être réchauffée assez rapidement et propulser l'air dans la boîte de manière uniforme. Okay. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. T'as pas besoin d'une ouverture qui soit plus ou moins grande parce qu'il y a des gens qui font des ouvertures qui s'ouvrent. Alors ce que j'ai vu, c'est que les gens qui font des ouvertures, généralement, ils laissent toujours ouvert à fond. Parce qu'en fait, ce qu'on a dit, c'est la ventilation qui importe plus que la chaleur. D'accord. Et même, on va peut-être avoir des problèmes il va faire trop chaud. Donc il faut qu'on ventile à max, quoi. Ok, parfait. On ventile. Après, c'est vrai que s'il fait trop chaud, on peut faire comme Damien Decars sur sa chaîne YouTube et son séchoir solaire. On pose des planches ou quelque chose d'occultant sur le capteur. Parce que c'est peut-être le problème qu'on aura. Oui. Après, nous, on a aussi la solution avec celui-ci de changer l'angle. Par exemple, si le soleil est très haut vers midi, on peut mettre un angle volontairement trop bas. Alors, on peut mettre un angle volontairement trop faible pour que les rayons du soleil soient moins puissants. On a plein de solutions, hein, c'est quand même assez... Ou sinon, on retire carrément le capteur, hein, s'il fait 40 dans la serre, il ne sert plus à rien, le capteur. Ok. Donc voilà. Il ne sert pas comme un flux d'air ? Il y aura le ventilo pour ça. Ok, ouais, t'as raison. Il y aura aussi le ventilo pour ça. D'accord. Et si au contraire il fait trop froid et qu'on a besoin que l'air chauffe plus, il y a des techniques. Donc si j'ai compris, s'il fait trop chaud, on peut occulter, donc par mettre une couverture ou des planches pour que le capteur capte moins d'air ou carrément enlever le capteur. Mm-hmm. Et s'il fait trop froid, il y a moyen qu'il y ait des solutions pour que l'air chauffe plus dans le capteur ? Alors il y a plein de solutions pour réchauffer. Déjà, avoir un capteur qui a un angle, ça permet vraiment de se mettre perpendiculaire aux rayons du soleil pour chauffer un maximum. Si ça suffit pas, on peut essayer de faire un capteur plus grand. Ouais. Voilà, mais ça nécessite un deuxième capteur. On peut aussi allonger le capteur. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une vitre plus grande pour allonger le capteur. Il suffirait, comme sur le séchoir de Damien Decars, on pourrait mettre des planches entre la vitre et la planche de captation.
mettre des planches en travers, comme ceci, et fuite, et fuite, pour que l'air fasse un chemin en serpentin, et donc elle chauffe, elle met plus de temps dans le capteur, donc elle chauffe plus. C'est malin. Moi j'aime bien cette solution toute simple mais malin. Ok, il reste plus longtemps là-dedans, donc il chauffe plus. Donc quand il arrive, il est plus chaud. Exactement. Parfait. Bon, alors raconte-moi en plus sur cette histoire d'angle là. Un trusque. Ouais, ça sert à, tu vois, à mesurer et à tracer. Mais si tu traces pas au crayon, tu traces avec un trait. Comme ça, le fil du bois est déjà coupé. Et quand tu recoupes par-dessus, ça fait pas d'éclat. Oh. Puis voilà, il était bien. J'ai essayé de faire le... Ouais, c'est nul. C'est le logo des sourcils. On dirait un papillon. Ouais. Alors déjà, en pratique, il y a la petite planchette avec un petit témoin droit qui nous permettra de voir l'ombre portée de ce témoin sur une plaquette et savoir si on est vraiment en face du soleil ou pas. Donc ce séchoir solaire, il n'a pas de système automatique pour suivre le soleil. Comme on peut voir sur certaines vidéos YouTube, il y a des manières très faciles de le faire, même sans Arduino, avec un truc très très simple. Allez voir, cherchez par vous-même, vous verrez, il y a des trucs très cool. Nous on va pas faire ça, on va le faire à la main, et en fait il suffit plutôt de mettre ton séchoir vers le sud ou vers où est le soleil. Tu peux même mettre un peu d'avance, vu que tu sais que ça met pas mal de temps à sécher. Bon, ça va mettre entre 12 et 24 heures. Donc en fait, tu vas plutôt le laisser au sud et tu vas le laisser prendre sa chaleur, quoi. D'accord. Et comment je fais pour savoir exactement où est le sud? À 14 h en été et à 13 h en hiver, tu prends la direction du soleil et c'est le sud. Easy. D'ailleurs, ça fait plaisir de penser à l'été et au sud parce qu'en fait, on a trop froid, donc on s'est bien collé au feu et on parle de soleil et de sud et de faire sécher, alors que là, c'est début janvier et honnêtement, il fait pas chaud. Non, et on le voit pas le soleil. Donc on espère que, en parlant de lui, il va arriver, mais non, peut-être pas. Alors, Sonor Tool, c'est un super outil que j'ai découvert en concevant ce séchoir. C'est un outil donc libre d'accès, un outil libre. Il suffit donc d'aller... Alors au début vous êtes à Manhattan, hein, mais bon, le soleil à Manhattan, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous. Donc on va plutôt aller à Lagrolet. Lagrolet du Gers, the spot to be. Yes. Venez vivre à Lagrolet du Gers. Et on tape juste Lagrolet, et regardez, on est où? On est au milieu de la pampa gersoise. Comment ça? Voilà. Donc, on peut voir sur la première image, là, en fait, il nous montre la hauteur du soleil. Donc, si on est à 90 degrés au-dessus des yeux, on est sur ce point-là. Et puis, ça, c'est la courbe en été. Donc, le soleil est très haut, il part de très... Enfin, il se lève très haut, très loin sur... je pourrais pas dire... l'azimut là, mais il se lève très loin au nord et il fait toute la courbe en passant très au-dessus de notre tête et en redescendant très loin au sud. Bah là par exemple la courbe jaune, on est le 12 janvier et donc on voit qu'elle est très très proche de la courbe la plus basse parce que on est encore près du 21 décembre. Trop bien. Voilà. Donc là c'est peut-être un peu compliqué à lire comme ça, donc on peut aller sur d'autres outils qui sont juste en dessous. Donc ça c'est la même courbe. Tu trouves que ça c'est plus simple à lire? Non, ça c'est pas plus simple, parce que c'est la même en fait. Ça me rassure. C'est la même mais pas sur un plan Google Maps. Là, voilà, c'est là que c'est plus simple à lire. En fait, ça c'est la hauteur du soleil en termes de degrés par rapport à l'horizon. Ok. Selon les dates. Donc là, 21 juin, tu vois qu'il fait la courbe la plus haute. D'accord. 21 décembre, il fait la courbe la plus basse. Donc solstice d'hiver, solstice d'été. Génial. Et équinoxe, 21 mars. Okay. L'équinoxe, c'est cette courbe-là. Donc il va se lever plein est, il va monter, il va se coucher plein ouest. Parfait, parfait, parfait. Là, le lien de ce site, on le mettra dans la description. Oui.
pour que tout le monde puisse aller regarder. Et c'est propre, du coup, à chaque site physique. Donc quelqu'un qui nous regarde qui est en Guadeloupe va pas du tout avoir la même courbe que nous. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un positionnement GPS à faire avant. Alors, si on veut l'utiliser au mois de juin, et qu'on veut qu'il... En fait, il faut qu'il chauffe longtemps. Il ne faut pas qu'il chauffe fort, il faut qu'il chauffe longtemps. Donc le but, c'est d'utiliser cette courbe de manière la plus efficace possible. C'est pas d'être directement perpendiculaire à 70 degrés du soleil, pour avoir le plus de rayons possible, juste à midi, parce que sinon, en fait, ça serait très efficace qu'à midi. Okay. Il vaut mieux le positionner sur une zone efficiente de la courbe. Donc là, par exemple, on peut se dire qu'à 50 degrés, si on le met à 50 degrés, le capteur, eh ben, on aura une efficience assez élevée ici, assez élevée ici. Après, à midi, il fait assez chaud, donc le système, il fonctionne par lui-même, et puis il n'a pas besoin d'être aussi efficace que ça, quoi. Et en hiver, par contre, après, vous voulez aussi l'utiliser le 21 octobre, 21 novembre. Ouais. Donc là, 21 octobre, vous voyez que la courbe, elle est là, elle est beaucoup plus basse. Ouais. Donc si on reste à 50 degrés, jamais on sera à l'optimum. Donc il vaut mieux le baisser un peu, pour mettre plutôt un 20 degrés. Enfin, en fait, le soleil sera à 20 degrés, mais il faut soustraire. 90 degrés moins 20 degrés, ça fait 70 degrés. En fait, le plan incliné sera à 70 degrés. Ouais, pour être perpendiculaire aux 20 degrés. Bon, après, notre vitre, elle est assez grande, donc on ne peut pas aller plus loin que 60 degrés, donc on ne pourra pas aller plus loin que 30, là. Mais c'est pas mal pour le 21, quoi. D'accord. 21 octobre, on a ça d'efficient. C'est pas mal. Voilà. On va pouvoir contrôler, justement, que la température monte pas trop, grâce à on peut intégrer un thermomètre dedans? Alors, je pense qu'on va simplement mettre un thermomètre, pas à mercure, puisqu'ils sont plus à mercure, mais avec le liquide rouge dedans, et puis on va lire la température dedans. Hein. Parfait. Ça va pas être plus compliqué que ça. Trop bien. On ouvre, on regarde, et si on voit que c'est trop chaud, on... Après, on peut aussi mettre un petit thermomètre avec une sonde dans le... Une alarme sur le téléphone, un texto. Attention, il fait 45 degrés, non, on arrête tout, Mayday, la vitamine A. C'est plus vraiment low-tech, quoi, mais... On fait comme on veut, hein. Non, parce que je me dis, tu vois, ça a l'air d'être tellement sensible et ça peut tellement changer, parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs à prendre en jeu, que on peut facilement, finalement, cramer nos plantes, alors que c'est pas l'objectif, quoi. Juste en faisant des mauvais calculs. Là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de... Ce serait intéressant de voir la dernière vidéo, justement, sur l'utilisation de celui-ci. On va faire beaucoup d'essais et d'erreurs et de se dire, bon, en fait, ça, c'est le bon spot, ça, c'est le bon moment, etc. Oui, parce que là, on est encore un peu sur la théorie, quoi. On l'a pas encore fait. On verra. C'est l'aventure. Ça, c'est utilisé, normalement, pour l'énergie photovoltaïque. D'accord. Ou énergie solaire thermique. Voilà. Chacun choisit. Mais en tout cas, savoir comment le soleil se déplace, c'est quand même utile. C'est clair. Voilà. Trop bien, merci pour la découverte de cet outil. Donc ces clayettes, elles sont toutes simples en fait, j'ai fait vraiment au plus simple. Il y a un problème de texture, c'est pas très grave. Donc on a sur les 4 bords là, et hop, une structure bois, qu'on peut assembler un peu comme on veut, à savoir que le plus simple, c'est un peu ça là. C'est juste de mettre un tasseau et d'aller enfiler une vis ici et une vis ici. Et ensuite, ce tasseau, en plus, vu qu'il dépasse, ça sert de pied quand on pose la clayette. Ah ouais, mais ça sert aussi de pied, de centrage, pour qu'elle vienne se coincer ici et qu'elle soit toute centrée. Il faut garder un peu d'isolation. Et paf. Très bien. Hop, c'est centré. Elles sont toutes du coup collées les unes aux autres. Donc là, vu que c'est un SketchUp et que je voulais pas trop m'embêter, je voulais faire ça bien et vite, et ben j'ai pas mis de jeu, mais forcément il y aura un peu de jeu pour que tout ça s'emboîte sans qu'on ait à taper sur la clayette, quoi. Ok. Là, ce truc un peu transparent, ça sera à façon, selon ce qu'on récupère, une moustiquaire si on veut faire sécher des choses fines, un grillage pour des choses plus grosses. Je trouverais ça intéressant de pouvoir avoir en effet plusieurs textures, plusieurs degrés d'ouverture. Il faut éviter les moustiquaires en plastique, il faut plutôt utiliser du grillage à poules, tout plein de grillage qui sert pour les tamis. Okay. Tout ça, ça marche bien. Après, du coton. Voilà, ouais, de la ficelle, hein, de la ficelle en lin. On peut mettre 2 barres, une en face, une là, mettre des petits clous dedans et faire des lacets, des allers-retours. Et puis ça nous fait un petit treillis, un petit tissage. On peut faire un peu, il y a beaucoup de façons de faire ça.
L'important, c'est quand même qu'elles soient toutes les mêmes, toutes de la même dimension, pour pouvoir faire une petite colonne comme ça. Et est-ce qu'en dessous, on met tu vois, un bac de récupération s'il y a des trucs qui dégoulinent? Parce que dans les fruits, j'imagine qu'au bout d'un moment, ça va commencer à dégouliner. Surtout si je prends les tomates ou les prunes ou quoi et que je les mets à l'envers comme ça pour sécher, je me dis ça va peut-être... Moi, j'ai prévu d'avoir un fond là, et une plaque de fer. Ok. Donc c'est assez facile à nettoyer, normalement. Ça va peut-être rouiller, mais bon, c'est pas si grave. De toute façon, on va pas manger ce qu'il y a là. Voilà. Ah, sinon, autre détail, parce que vous vous demandez peut-être un peu ce que sont ces traits noirs. C'est tout ce que je sais pas trop exactement comment je vais faire. Donc là, c'est l'axe de rotation du capteur. Donc en fait, je pense que ça sera une tige filetée ou un tube de cuivre que je vais fixer. On va fixer dans le support de la base là. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle des contreventements. C'est pour empêcher que ce carré devienne parallépipède et tombe. Donc on met une croix. Alors, il y a des croix de Saint-André, il y a plein de manières de contreventer. Là, j'ai mis ça comme ça juste pour dire il faut un contreventement, mais je sais pas encore très bien comment je vais le faire. Sûrement qu'on va prendre des chutes de ce qu'on a et qu'on va faire des petites équerres. Voilà. Ça me va très bien, les petites équerres. Et... Comme ça, on pourra ranger des choses là-dessous. C'est ça, justement, cette partie du bas. Exactement ce que j'ai demandé. Il y a moyen d'y ranger les clayettes pour pas qu'elles traînent par terre. On pourra les ranger en vertical parce qu'elles sont de la même taille que le... Génial. Mais normalement, on pourrait les ranger en vertical. Là, c'est ouvert parce qu'en fait, je voulais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Mais il y aura le même genre de plaque d'acier où... Enfin, on va se débrouiller pour faire un petit toit. Ça aussi, on verra à Fassement de la récup. Moi j'ai des tuiles, donc on peut s'amuser à faire un petit toit tuilé et je sais pas, on va voir. Faut bien respecter le PLU hein, par contre. D'accord. Sur la couleur des tuiles. On sait pas encore, on verra, vous verrez bien dans la vidéo. Hein. Et voilà, et là j'ai fait des trous de diamètre, je sais plus, de diamètre 100, pour y mettre des ventilos. Donc les ventilos d'ordinateur, il y a de diamètre 80, 100, 120. Je me suis dit que 2 ou 3 ventilateurs, donc peut-être 2, un là et un là, ventilateurs de diamètre 100 mm, avec la plaque photovoltaïque sur le toit, ça serait pas mal. Et celui du milieu, il resterait sans ventilateur? Ouais, comme ça, de toute façon, il y a une aération naturelle, il faut qu'il y ait une aération naturelle. Voilà. Mais par contre, ils auront tous un petit grillage anti-insectes. Ok. On rappelle. On rappelle, bien. Bien vu. Moi, j'aurais pas du tout pensé à ça. Voilà. C'est bien. C'est là où l'intelligence collective joue son rôle. Il n'y a pas un truc qu'on a oublié là? Bah déjà, je suis sûre qu'on a oublié plein de trucs et qu'il y a plein de gens qui vont nous rappeler plein de choses dans les commentaires. Donc déjà, à mon avis, il va y avoir full de suggestions, de critiques et tout. Donc ça, t'inquiète pas, les trucs que tu oublies, les gens, ils ne l'oublient pas. Moi, je sais qu'il y a un truc qu'on a oublié de parler. Ah, ah, les trucs les plus importants du monde! Où sont mes roulettes? Oui. Ah là là. Donc en fait, cette base-là, elle a des solidaires. Et ça sera aussi des poignées pour faire une petite brouette. Et donc on mettra 2 roulettes là à l'intérieur, okay, sur un axe. On va mettre des roulettes sur l'axe. Et on pourra, quand on penche le système, se reposer sur les roulettes. Pour le faire avancer. Et déplacer. Mais ça sera, en fait, il faudra déplacer d'abord le toit et les clayettes, ouais, puis le capteur, okay, puis tout. D'accord, j'ai compris. Ou alors on est chaud, mais ça risque de tomber. Enfin, disons que ah non, l'équilibre de la chose est voilà, faudra essayer. Non, mais là, on peut le déplacer. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup? Ça va être lourd, la partie en bas? Non, ça peut être lourd. Bah, tu sais quoi, on verra au moment de la construction, si on trouve que les... Parce que je me rends pas bien compte de la taille que ça va faire, donc c'est difficile pour moi de dire, ouais, ça va être chiant à déplacer, ou non, ça va être facile. Aussi bien en enlevant les clayettes et le capteur, après ça, je le porte comme un petit tabouret. Donc, on verra au moment de la construction, si je garde mon fixe roulette ou pas. Oui, on peut très bien changer, on verra, oui, c'est vrai. On verra. Tout est faisable sur un truc simple comme ça. D'ailleurs, des skis. C'est pour ça qu'on vous les partage comme ça, simple. Après, vous en faites ce que vous voulez, quoi. C'est pas du tout une science infuse, c'est pas une règle à suivre, c'est pas une recette. Comment est-ce qu'on fabrique tout ça concrètement? Alors, si on veut aller dans le détail, on peut aller voir dans le détail. Donc, le capteur. La vitre, elle sera prise dans des rainures là. Okay. En fait, en gros, on va faire des petits sillons pour que le verre rentre dans le bois sur quelques millimètres. Alors, si je te fais ça, tu vas peut-être pouvoir le voir. Je sais pas si je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Donc, on va le voir. Hop. Voilà.
Ah ouais. En gros, le verre va rentrer en sciant dans le bois. Donc pas sur les côtés, excuse-moi, sur les deux bords. Donc après avoir brûlé le Sushigiban, on fera une rainure et on va pouvoir mettre le verre dedans. Et ensuite, alors j'aime bien ces trucs-là, mais on va sûrement acheter du quart de rond, comme ça là, du tasseau en quart de rond, qu'on va utiliser comme une tasseau de pied là, pour structurer en fait l'ensemble et pour bloquer la vitre. D'accord. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que comme ça en fait, c'est aussi les mêmes là-haut, pour aller faire l'étanchéité et pour aller bloquer ici l'axe. En fait, le capteur sera sur un axe pour tourner et pour le poser, donc ça sera assez facile de l'enclencher. Et il sera juste autour de... Donc il tournera juste autour de cet axe. Et là, en fait, le fait qu'il y ait un quart de rond, ça permet de suivre la languette en acier en gardant un peu d'étanchéité, entre guillemets. D'accord, joli. Voilà, sans laisser passer trop d'air, en fait. En tout cas, c'est joli que tu aies rajouté des petits arrondis. Ouais, bah c'est pour suivre le mouvement, ouais. Parce que là, si on prend... Ça indique bien sa mission. Si on prend ça, alors toc, tu vois que voilà. C'est génial, d'habitude c'est moi qui galère avec mes enfants dans les vidéos. Enfin, c'est pas mes enfants qui dérangent. Comment tout bête. Oh. Tout bête. Allez. Oh non, j'aurais dû rien dire. Wait. Par contre, moi je peux pas faire ça avec mes enfants. C'est pas une fonctionnalité qui est venue à la naissance. Faut lui apprendre. Donc voilà, petite rotation du capteur. Et donc c'est pour ça, c'est vu que ça tourne, regarde là-bas là, à l'autre bout, et ben ça suit en fait la courbe. Ah ouais, trop bien. Et puis ça sert aussi de comment ça s'appelle, de manche pour tenir et déplacer en mode brouette. On va essayer de pas mettre trop de clous et de vis parce que ça affaiblit les tasseaux et puis même moi j'aime pas trop ça. Mais on a quand même pas le droit d'utiliser des cols parce que ça va chauffer tout ça. Ouais. Et donc on veut pas qu'il y ait de vapeur. Pas de clous, pas de vis, pas de colle, comment tu fais? Bah non. Donc non, il y aura des clous, des vis, mais on va essayer de pas trop en mettre, on va les mettre aux bons endroits. Donc là j'ai prévu, alors c'est pour ça qu'il y a un truc comme ça, mais en fait c'est pas le bon dessin, mais c'est pas très grave. En fait là ce tasseau, et ça sera pareil là-bas en symétrique, il va venir ce qu'on appelle en mi-bois dans celui-ci. Et comme ça, il y aura juste une vis qui va traverser tout ça. On aurait peut-être pu mettre une cheville aussi, mais on va simplifier la vie. C'est un encastrement. C'est un assemblage. Ouais. C'est un assemblage. C'est pas un tenon mortaise, voilà, c'est juste ce qu'on appelle un mi-bois. C'est-à-dire qu'on coupe à mi, celui-là, et on coupe à la moitié aussi, celui-ci de la même manière. Celui-là, on est d'accord qu'il est ensemble. Ouais, celui-là, il va rentrer. Okay. C'est juste que ça, c'est voilà, le trait de celui-ci. Trop bien. Et comme ça, hop, on va rentrer, et on va rentrer aussi dans celui-ci. Génial, ça va être une œuvre d'art en fait. Donc non mais... voilà. Et par contre on peut pas faire ça en bas, ça c'est important parce que là-dessus il y aura sûrement les roues. Et donc là il y aura toute la tension du bois. Donc on peut pas faire un mi-bois pareil ici. Okay. Parce que là il y aura tout l'effort du poids de l'instrument. Pas sur ceux de derrière en tout cas. Ouais, pas sur, ouais, on sait pas où trop est le devant et le derrière, mais si c'est le derrière, ouais, on va pas mettre de mi-bois là, et je vais pas faire de mi-bois non plus ici. Donc ici, ça sera sûrement, je l'ai pas dessiné, mais aussi système d'équerre. D'accord. Ok. On aurait pu s'amuser à faire des queues d'aronde ou des queues droites. Alors des queues d'aronde ou des queues droites. T'as vu à ma tête que je voyais tout à fait de quoi voilà, il s'agissait. Les queues d'aronde, je vais. C'est très joli les queues d'aronde. Queue d'aronde, voilà, si on veut prendre un peu de temps pour son séchoir, allons-y. Mais vous allez voir, c'est une autre histoire. Ah ouais, c'est trop beau. En plus, c'est Samuel Mamias. Il fait des très très bonnes vidéos de menuiserie. On l'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a une vidéo sur le Sushigiban qui est très intéressante. Donc là, en effet, t'as pas de clous, pas de vis, pas de colle, mais c'est du travail d'orfèvrerie, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc si tu as 5 liés à faire, eh ben, tu peux y passer du temps. Tu fais ce que tu veux. Très bien. Après, il y a plein d'autres types d'assemblages. Hein. Je vous laisse regarder. C'est un monde. Le montage, là, en fait, la structure, la base, toute la structure est dans ce U, là, avec ce petit assaut. Ce U est pris sur la plaque qui est en dessous et qui va rigidifier l'ensemble, équériser l'ensemble, sur des tasseaux aussi qu'on aura vissé contre la structure et qu'on va visser par en dessous à la plaque. Okay. Ensuite, on ramène le cube qui est là, qui sera la base, qu'on vissera dans la plaque, par le haut.
Comme la ça. plaque, on va la trouer et on va le mettre des vis, tout simplement. Exactement. Ok. Mais comme ça, si c'est un peu trop gros pour ta voiture, Ok. tu peux très bien dévisser Dévisser. ça Enlever les pieds. et enlever la base, les pieds. Simple. Ah oui, et là le but c'est vraiment de faire simple pour que tout le monde puisse le refaire chez soi sans complications. Parce que, enfin, de toute façon, toute création en menuiserie, tu peux en faire une usine à gaz. Voilà, là on essaye de faire simple et efficace. De toute façon, c'est un objet qui sera dans une serre, c'est pas au milieu de ton salon, quoi. Non. Quoique, vu comment ça va être beau. Très bien. Donc là, notre mission prochainement, c'est de trouver les matériaux. Maintenant qu'on a un plan qui tient la route. Alors, on a la plaque de verre, vu que c'est là-dessus qu'on dimensionne le système. Ok. Moi, j'ai pas mal de chutes pour arriver à trouver la tôle, là. Parfait. Le grillage, peut-être que toi, tu as des pistes. J'ai du grillage à poules. Voilà. Les ventilos et panneaux solaires, les ventilos, c'est de la récup électronique. Les panneaux solaires, on va voir, on va chercher un peu, s'il y a des trucs pas très loin. Le bois, on aurait pu utiliser du bois de palette. Sauf que, en fait, j'en ai marre de démonter des palettes. Ouais. Je vais être très honnête. Et puis j'en ai marre d'aller me sourcer en palette à droite, à gauche. Donc on va juste utiliser de la planche de volige. D'accord. C'est vraiment l'un des bois les moins chers, c'est du pin. Voilà, de la planche de volige qui est faite dans des scieries à côté. Parfait. C'est du pin des Landes, et c'est de la scierie d'à côté. Et on va la reprendre de la planche de volige. Ça coûte, je sais pas, 5 € le mètre. Bon, ça y est, on est arrivé à quelque chose. Franchement, t'es fier de ce qu'on a fait? Ah ouais, hein. Enfin, on verra bien quand on va le fabriquer, mais pour le moment, sur le papier, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Dans tous les cas, on vous partage le papier en question, on vous partage les plans. De notre côté, on va partir à la recherche d'un maximum de matériel de récupération. On va passer commande de ce qui nous manque. Ouais. Et du coup, on se retrouve dans combien de temps pour fabriquer? Bah là, ça va être dans un mois, Oh là là. mi-février. Mi-février. Oubliez pas de me dire si vous aimez qu'on fasse du bricolage ensemble. Vous me le dites avec un petit pouce en l'air, hein? Et puis abonnez-vous, c'est de la bombe. Ciao!